Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire qui clôture cette journée qui fut longue et riche en informations autour des MOOC d'orientation. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication de France Université Numérique, et soyez les très bienvenus sur ce webinaire destiné à présenter le MOOC, la prépa pour tous, oser et réussir. Un tout petit point d'attention sur le contenu de ce webinaire. Ce webinaire va nous réunir pendant 50 minutes, un peu plus de 50 minutes, et est destiné à vous parler évidemment des prépas, mais il est surtout destiné à vous indiquer qu'il y a un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne. L'acronyme de MOOC, c'est Massive Online Open Course, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts, gratuits et massifs, disponibles sur la plateforme FunMOOC, qui est une plateforme publique, destinée à présenter les MOOC d'orientation, entre autres, en l'occurrence pour les lycéennes et les lycéens qui veulent s'informer sur différentes filières d'orientation. Et si vous voulez être informé en ce qui concerne les classes prépa, vous êtes au bon endroit. Nous accueillons Valérie Leroy, qui est chargée de mission égalité des chances à HEC Paris. Bonjour Valérie. Oui, bonjour à tous. Alors, la prépa pour... Excusez-moi Valérie, je reprends la parole, je finis ma présentation. Oui. Nous accueillons également Alexandrine Tafani, qui est co-conceptrice de ce MOOC et qui a fait une prépa littéraire, ce qui ne gâche rien. Bonjour Alexandrine. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Et enfin Stéphane Cohen, qui va répondre aux questions sur la prépa scientifique, car il expérimente la prépa scientifique, je suppose. Il y a un problème de son, non ? Ah, on ne vous entend pas, Stéphane. Je pense que ce qui serait super, c'est de reloader la page et on vous attendra. D'accord ? En attendant, je reprends la main et je vous indique quelques petites consignes sur la droite, comme vous pouvez le constater et que vous l'avez expérimenté dès le moment où vous êtes arrivé dans la salle d'attente. Il y a un chat et ce sera pour nous le moyen de vous entendre. Vous allez poser des questions, on va les relayer à l'oral et comme ça permettra à tous les gens qui sont dans la salle d'écouter les questions et les réponses qui vont être apportées. Stéphane, vous avez le micro là, essayez de nous dire quelque chose. On n'a toujours rien, c'est terrible. Essayez un autre navigateur. Bon, là, en attendant que Stéphane se reconnecte, je vous indique qu'à la fin de ce webinaire, un mail va partir qui va vous indiquer un certain nombre d'informations concernant le MOOC en question et la manière de s'inscrire, parce qu'il faut ouvrir un compte sur la plateforme Fun et ensuite rentrer dans le MOOC, et là, vous aurez accès à la substantifique moelle. Et dans le courant de cette semaine ou en tout début de semaine prochaine, cette vidéo qui va être enregistrée vous sera envoyée sous forme de lien pour que vous puissiez avoir accès au replay. Et là, je me tais et je passe la parole à mes collègues et à Valérie. Donc, la prépa pour tous, oser et réussir, c'est un parcours digital de 33 vidéos de quelques minutes chacune et qui englobe les témoignages et les conseils d'environ de 26 personnes différentes. Alors, des préparationnaires qui vous parlent de leur expérience en prépa, des étudiants qui ont réussi le concours prépa, des professionnels passés par la prépa qui vont vous expliquer ce que la prépa leur a apporté dans le cadre de leur psychologue et un coach qui vous aideront à dépasser vos peurs d'entrer en prépa. Vous aurez des témoignages de professeurs de prépa et même d'une sophrologue qui vous aidera à vous débarrasser de votre stress durant la prépa et durant les concours. Le tout pour vous permettre d'oser la prépa en toute sérénité, de lutter contre les préjugés qui concernent la prépa et de réussir à rentrer dans une grande école. Alors, l'objet de cette séance n'est pas de vous commenter des slides, mais elle repose sur vos questions. Voilà, donc pour répondre à vos questions, différentes personnes passées par la prépa. Voilà pour cette introduction. Donc, à présent, c'est à vous de jouer, de poser toutes vos questions et d'être curieux. Voilà, vous pouvez ça tombe bien le slide. Nous avons déjà des questions. Louise demande: quels sont les critères requis pour intégrer une prépa
afin d'intégrer l'une des prépas parisiennes? Note, appréciation, expérience. Je peux commencer à répondre si vous voulez. Alors déjà, ça dépend évidemment du type de prépa que vous voulez intégrer. C'est des prépas scientifiques, littéraires, commerciales. Ce qui est sûr, c'est que pour la prépa, on va dire les qualités qu'on cherche de manière générale chez un élève, ça va être alors un bon niveau scolaire, c'est sûr. Ça va être surtout de la rigueur. Ça va être une bonne attitude en classe. Donc par exemple, éviter les commentaires de type arrive en retard, bavarde tout le temps, tout ça, ça peut vous porter préjudice. Et après, en fait, ça va vraiment dépendre. On va regarder les matières qui vont correspondre à la prépa que vous souhaitez intégrer. Donc évidemment, pour une prépa scientifique, on va regarder en priorité les mathématiques, la physique. Mathématiques et la physique. Pour une prépa commerciale, on va regarder l'histoire géo, le philo, enfin selon les options que vous avez prises. Pour une prépa littéraire, c'est des profils plus complets en général, mais au-delà du niveau académique, il faut aussi avoir en tête qu'on cherche des qualités de... Enfin, vous montriez que vous êtes quelqu'un de rigoureux, vous êtes prêt à travailler, vous êtes quelqu'un de sérieux, et c'est ça qui va vous permettre de réussir votre prépa par la suite. Sophie se demande si les prépas ESH et HGG donnent les mêmes chances de réussir au concours d'entrée dans les écoles de commerce. Alors, je vous avoue que moi, je suis une vieille. Quand j'ai passé le concours, il n'y avait pas encore ces filières-là. C'était les anciennes filières EC-ECS. À l'époque, c'est vrai que les ECS auraient plus de place que les ECE. Alors maintenant, je ne sais pas, Valérie, si vous avez des informations à ce sujet-là. Je crois que votre micro est coupé, Valérie. Des questions qui concernent vos dossiers personnels pour rentrer dans les différentes prépas. Ce n'est pas un MOOC et ce n'est pas une séance qui est dédiée aujourd'hui au contenu même des prépas et à votre profil, si votre profil sied à tel ou tel type de prépa. Désolée d'être restrictive dès le démarrage. Donc, du coup, ça élimine un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans le chat. Alors, Philippe a une question qui est la suivante. En vue d'intégrer une école d'ingénieur, quelle différence entre classe préparatoire et classe préparatoire intégrée? Un bachelier avec de bons résultats issus de la filière technologique a-t-il les mêmes chances qu'un autre issu de la filière générale? Alors, peut-être que je peux répondre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Alors, la différence entre la classe préparatoire intégrée et la classe préparatoire générale, entre guillemets, réside dans le fait que dans les classes préparatoires intégrées, il y a des cours qui sont faits qui sont spécifiquement faits pour l'école dans laquelle on se trouve, puisque une classe préparatoire intégrée, c'est 2 années au sein d'un cursus de 5 ans dans une école d'ingénieur. Et il y a aussi des matières qui ne sont pas vues en classe préparatoire, entre guillemets, générale. Donc, dans l'optique de passer les concours, notamment en français, qui est une matière décisive pour les concours et qui n'est pas négligeable, le cursus en français n'est pas du tout vu en classe préparatoire intégrée. Donc, il va falloir faire tout ça de son côté. Donc, ça demande un investissement en vue des concours beaucoup plus conséquent qu'une classe préparatoire générale où on a vraiment toutes les matières pour nous préparer. Et par contre, je n'ai aucune idée entre les voies technologiques et générales, mais je pense qu'il y a des places allouées aux filières technologiques via Parcoursup. Alors, Sandrine demande s'il est judicieux de tenter les prépas parisiennes si on a un bon dossier mais qu'on n'habite pas Paris. On entend sur les forums que ces écoles sont inaccessibles. Alors, c'est une bonne question. Il y a, je pense, deux réponses possibles. Déjà, il y a le fait de prendre en question l'éloignement de chez soi, donc le fait que vous n'allez pas habiter chez vous, mais potentiellement soit dans un internat si la prépa le propose, soit vous devoir vous trouver un logement. Donc c'est vrai que ça peut être une contrainte en plus pour certaines personnes. Ça peut aussi être un super atout. Moi, je sais que j'étais en internat pendant ma prépa et ça m'a énormément aidée. C'est comme ça que je me suis fait des super amis. C'est aussi hyper motivant pour travailler. Mais voilà, c'est des profils. Enfin, il y a des personnes qui vont préférer rester chez eux, avoir le confort d'être avec leur famille, avec leurs amis du lycée, etc. Donc ça, c'est vraiment une question à laquelle seul vous pouvez répondre. Et après, pour ce qui est du niveau, faut absolument pas se mettre d'autocensure. Vaut mieux postuler au maximum de choses. Beaucoup de prépas organisent des portes ouvertes
je pense d'ailleurs en ce moment. Donc, si jamais vous avez la possibilité de venir à Paris pour ces portes ouvertes, c'est encore mieux. Parfois, les professeurs acceptent de regarder votre dossier pour vous dire si oui ou non vous avez vos chances, mais ne vous mettez pas de restrictions, en tout cas par rapport à votre niveau. Pour moi, la vraie question, c'est voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous éloigner de chez vous si vous habitez loin, ce qui peut être un vrai enjeu. Nathalie se demande quel profil faut-il avoir pour aller en prépa. Et au-delà de cette question, on a eu d'autres questions sur d'autres webinaires tout à l'heure, qui étaient que il y a un certain nombre d'élèves qui hésitent entre les deux, et comment est-ce qu'il faut être câblé pour la prépa spécifiquement, sous-entendu par rapport à ce qui se passe à l'université. Ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de travail et la même manière d'aborder la chose. En effet, je peux commencer à répondre et Stéphane n'hésite pas à compléter si j'oublie des choses. Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est que la prépa, c'est vraiment très similaire au lycée dans l'organisation, c'est-à-dire que vous allez avoir une classe fixe, parfois même vous allez garder pendant vos 2 années de prépa, vous avez des professeurs qui sont dédiés à votre classe, donc vous allez être, je sais pas, peut-être entre 30 ou 40 par classe. Et donc vos professeurs vont vraiment avoir un suivi personnalisé de votre parcours pendant 1 voire 2 ans. Vous allez être très encadré, vous avez vraiment un emploi du temps, on a cours de, je sais pas, je trouve, mais de 8h à 16h du lundi au vendredi. On a l'école après 2 fois par semaine, donc l'école c'est des entraînements aux épreuves orales, des concours. On a souvent un devoir sur table dans la semaine, parfois le samedi matin, parfois dans la semaine. Donc voilà, vous êtes vraiment sur des rails, vous avez des devoirs, vous avez des devoirs maison. Vous êtes très très encadré, donc ça c'est bien si vous n'avez pas forcément beaucoup d'autonomie de travail en terminale, ce qui est complètement normal, c'était mon cas. Si vous avez envie d'avoir cet accompagnement, de pouvoir poser des questions aux professeurs, il y a aussi un vrai esprit de solidarité qui se crée au sein de votre classe puisque vous connaissez très bien avec vos camarades. Et enfin, je dirais que souvent la prépa garde un aspect plus généraliste que l'université. Souvent, l'université, il faut que vous choisissiez dès le début si vous voulez faire de l'économie ou de la physique ou des mathématiques, alors que la prépa mélange souvent plusieurs matières. Vous pouvez faire à la fois des maths et de la physique, à la fois de l'économie et des lettres, par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est un peu les 2 principaux aspects, mais Stéphane, n'hésite pas à rajouter quelque chose. Non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est surtout l'encadrement qui prime dans les différences, parce que pour avoir expérimenté un peu les deux, on est beaucoup plus lâché en université qu'en classe préparatoire. Et aussi, en termes de débouchés, lorsqu'on arrive en école d'ingénieur, on peut vraiment faire de l'économie, on peut rebifurquer pas uniquement sur des mathématiques et de la physique, mais étendre ses perspectives dans d'autres matières, notamment en économie, en droit. On peut beaucoup plus s'étendre, alors qu'en université, on a plutôt tendance à se préciser au fil de son cursus. Inès demande si le niveau de l'ACANAL en prépa B, CP, ST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre est très compliqué. Alors là, c'est trop précis pour moi. Ce que vous pouvez regarder, il y a des classements qui sont faits chaque année des prépas, notamment, je pense, sur le site de l'étudiant. Je pense sur l'ONISEP aussi, vous pouvez voir des fiches sur chaque prépa. En tout cas, c'est mis à jour chaque année, donc ça, vous pouvez regarder. C'est fait selon les écoles que vous voulez intégrer. Vous avez les listes des meilleures prépas en France. Alors, Delphine pose une question qui est récurrente sur tous les webinaires qu'on a fait. Quelle spécialité choisir en première pour intégrer une prépa aux grandes écoles de commerce, maths, physique? Doit-on privilégier SES à la physique? Alors, la chose vraiment la plus importante, c'est qu'il faut garder des maths si vous voulez faire une école de commerce. Alors, ça a peut-être changé depuis. Arrêtez-moi Valérie si je me trompe, mais il me semble que tant qu'on a les maths, ensuite, votre deuxième option, vous prenez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez garder la physique si vous hésitez encore avec une filière ingénieur. Ça vous permet de pouvoir repousser votre choix. Sinon, vous pouvez, dès la première, choisir les options. Je crois que c'est économie ou histoire. Il me semble que vous avez le choix, qui après seront appliquées en prépa. Mais en tout cas, vraiment, le plus important, c'est les maths. Prenez les maths. Voilà. Alors, il y a Aude qui dit « Quelles sont les prépas scientifiques parisiennes les plus réputées ?» Je pense qu'Alexandrine, vous avez répondu dans votre panorama. La question est, est-ce que les prépas les plus réputées sont les plus difficiles? Alors, je pense que c'est difficile à voir sur Parcoursup, ou si c'est difficile ensuite au quotidien. Parce que oui, forcément, les prépas les plus réputées sont souvent plus exigeantes sur les profils qu'elles reçoivent. Elles reçoivent souvent plus de profils. Donc ça, oui. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'au quotidien, ce sera plus difficile.
Au contraire, ça peut aussi être, elles ont plus l'habitude de préparer des étudiants au concours, elles savent comment ça marche, elles savent ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc ça ne veut pas dire que une fois que vous serez dedans, il y aura plus de pression, il y aura plus de stress que dans d'autres prépas. Et vraiment, encore une fois, je vous encourage, si vous le pouvez, je sais que vous n'habitez pas forcément dans la ville où vous voulez faire une prépa, mais si vous pouvez faire les portes ouvertes, c'est le meilleur moyen de rencontrer les gens, de rencontrer les professeurs, de rencontrer les élèves. Et ça permet de sentir l'atmosphère de la prépa. Et c'est au moins aussi important dans votre sélection que le classement, on va dire, objectif de la prépa. Samara dit « Comment choisir sa prépa littéraire parmi toutes celles de France? Sur quels critères se baser ?» Je réponds rapidement, mais sachez qu'il y a une vidéo dans le MOOC, il y a vraiment toute une partie sur comment choisir sa prépa, quels sont les critères à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là qui seront plus précises. Donc voilà, un peu comme pour reprendre rapidement ce que je vous ai dit, il y a évidemment le niveau, il y a l'ambiance, si vous pouvez aller voir les portes ouvertes. Il y a le fait que ce soit proche ou loin de chez vous. Il y a évidemment la question, je ne sais pas si vous savez, mais il existe des prépas publiques, donc sans frais d'inscription qui sont gratuites, et des prépas privées qui ont des frais d'inscription. Donc ça peut être aussi un facteur à prendre en compte. Il y a des gens qui peuvent avoir une petite prépa pour se sentir plus à l'aise, des gens qui peuvent avoir une grande prépa pour se sentir plus accompagnés et entraînés, on va dire, par le fait que vous ne soyez pas tout seul et qu'il y a plusieurs classes. C'est ce que tu avais pris en compte, toi, pour ton choix de prépa. Ouais. Alors, nous accueillons Dimitri Théodorou qui nous rejoint, qui va répondre aux questions sur la prépa littéraire à partir de maintenant. Et donc, Alexandrine, nous ne vous chassons pas, vous restez et vous pouvez apporter des compléments tout à fait intéressants. Il y a une question intéressante là, de Sama qui dit « Bonjour, ma fille souhaite faire une prépa scientifique afin de passer le concours de médecine. Que lui conseillez-vous? Et est-ce que la prépa est destinée à entraîner pour le concours de médecine ?» Il y a des classes préparatoires spéciales médecine qui ont pour vocation de préparer au concours de médecine. Sinon, dans ma prépa, il y a certaines personnes qui ont fait une première année de classe préparatoire BCPST pour justement avoir une avance en mathématiques et en physique conséquente avant de commencer la première année de médecine. Mais il y a un enjeu qui est de ne pas forcément être pris sur Parcoursup en réorientation à la fin de sa première année. Donc, je ne sais pas répondre à la question par oui ou par non, mais je sais dire que c'est un pari et ça peut bien fonctionner comme, au contraire, être forcé à continuer la prépa ou aller en université. Alors, Sama, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en première année de PASS, puisqu'on ne parle plus de prépa médecine et on ne parle même plus de PASS, c'est-à-dire qui était l'ancien dispositif d'année préparatoire à toutes les études de santé. Maintenant, il y a une dissociation en PASS d'un côté, l'AS de l'autre. Et dans la filière, pour accéder à médecine, il faut soit faire l'un, soit faire l'autre, mais si elle veut aller plutôt sur PASS, qui est en filiation de ce qui existait avant en PASSES, c'est-à-dire, je dirais, une préparation intensive sur des champs disciplinaires destinés à la médecine exclusivement, eh bien, dans quasiment, à ma connaissance, toutes les facultés de santé, en première année, ont des équipes de tutorat conséquents pour aider les étudiants en première année. Donc, il faut bien réfléchir à, effectivement, ce que dit Cohen, il y a une chance, il y a un risque avec Parcoursup. Alors, avec une CPI, peut-on passer les concours comme avec les CPGE, même si je sais qu'au départ, ce n'est pas l'objectif. Alors, CPI, j'ignore ce que c'est. Pouvez-vous décrypter? Valérie. La classe préparatoire intégrée. Ok. Donc, est-ce qu'on peut passer les concours comme avec les CPGE? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais on ne part pas avec le même acquis en se basant uniquement sur les cours faits durant l'année. Il faut aussi, pour les matières littéraires, s'aider de professeurs en dehors ou alors réussir à travailler bien de son côté parce que ce sont des programmes qui changent chaque année. Donc, il y a un apport à faire en plus.
Alors, Sabine demande quels sont le top 5 des prépas parisiennes pour intégrer l'X. Encore une fois, vraiment, allez taper classement classe prépa en ligne et vous allez le trouver directement. C'est assez facile à trouver, mais je vous avoue que je ne les ai pas en tête. Oui, pour les différents types de prépa, les contenus, les palmarès et les recommandations quant à vos candidatures sur Parcoursup, j'ai bien peur que notre MOOC ne soit pas du tout adapté à ce type de questions, car nous sommes ici pour répondre à vos questions sur la vie en prépa, sur le choix d'une classe prépa, petite, grande, internat, pas internat, sur comment préparer sa rentrée, comment s'organiser. La deuxième slide que je vous ai fait parvenir, Sandrine liste un maximum de questions auxquelles nous aimerions répondre. En priorité, on va dire. Voilà. Alors, Isabelle demande, pouvez-vous expliquer les incidences des conventions signées entre une prépa et une faculté en deuxième année? L'élève va-t-il suivre des cours dans un autre établissement? Quid si les deux établissements ne sont pas sur le même lieu géographique? Devons-nous intégrer ce point dans les recherches de logement? Alors, je ne sais pas si vous parlez des équivalences que la prépa donne à l'université, parce que c'est-à-dire quand vous intégrez une classe prépa, on vous propose de vous inscrire en parallèle à l'université pour obtenir une équivalence à la fin de l'année, mais c'est absolument pas pour suivre des cours à l'université, c'est juste que vos cours de prépa, votre inscription à l'université sera dans des matières qui correspondent à celles que vous faites en prépa. Donc, par exemple, moi, j'étais en prépa lettres et sciences sociales, donc j'étais inscrite en sociologie à Nanterre. J'ai jamais mis un seul pied à Nanterre. C'est simplement que si à la fin de l'année, il y a une commission, ils regardent vos résultats pendant l'année de votre classe prépa. S'ils estiment que vous avez validé un certain niveau, ce qui est généralement le cas, ils vous donnent votre équivalence en ECTS, donc en crédit universitaire, dans votre licence à laquelle vous êtes inscrite. Et ce qui fait que si vous voulez arrêter la prépa au bout de la première ou de la deuxième année, vous avez une équivalence de première année de licence ou de deuxième année de licence. Mais du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que c'était des universités qui étaient en région parisienne. J'imagine qu'en général, c'est fait des universités qui sont proches de la prépa parce que logiquement, si vous arrêtez vos études à la prépa, vous vous orienterez vers une fac à côté. Mais en tout cas, vous n'auriez pas besoin d'aller à la fac physiquement. Franck demande s'il est possible d'avoir une place en internat en prépa si on n'est pas boursier. Alors, il y a différents types d'internats. Il y a les internats de la réussite qui sont en effet ouverts en priorité aux élèves boursiers. Mais il y a aussi plein de prépas qui proposent des internats ouverts à tous. Donc, ça dépend. Il existe aussi, moi, je sais, dans un foyer qui était extérieur à la prépa, qui ne dépendait pas d'une prépa, mais qui proposait des chambres pour des étudiants. On était tous soit en prépa, soit en première année de médecine, soit en première année d'études. Donc, il existe des solutions pour se loger si vous n'êtes pas boursier. Faut juste bien demander à la prépa, n'hésitez pas à les appeler pour savoir si c'est un internat de la réussite ou un internat non conditionné par des critères sociaux. Quelles sont les matières principales enseignées dans les prépas? Par exemple, les langues comptent-elles moins que certaines matières? Oui, alors ça va vraiment dépendre de la filière de prépa dans laquelle vous allez vous diriger. Mais il me semble par exemple que les langues dans toutes les filières comptent moins que les principales matières. Par exemple, en prépa, donc lettres et sciences sociales, vous allez avoir de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, de l'économie, et ensuite les langues. Je laisse parler Stéphane pour les prépas ingénieurs. Oui, donc le français compte beaucoup plus qu'on ne le pense dans les concours d'école d'ingénieur, et c'est souvent ça qui fait la différence. L'anglais un peu moins, même si ça permet de récupérer les quelques points qui nous manquent afin d'obtenir une barre d'admissibilité ou alors une admission dans l'école de notre choix. Donc il faut être bon dans les langues est un véritable atout pour réussir ces concours. Hélène demande quelle prépa si on a de l'intérêt pour les SES, maths, sciences politiques, économie, mais que le projet pro n'est pas encore bien défini. On retombe sur le commentaire de tout à l'heure. Alors moi, c'est typiquement la prépa que j'ai faite, donc ça s'appelle BL, ou lettres et sciences sociales. Donc voilà, c'est vraiment une prépa très générale. Donc comme je l'ai dit, il y a des lettres, de la philo, de l'histoire, des sciences sociales, donc à la fois de l'économie et de la sociologie, des langues. Vous avez aussi, vous pouvez faire une langue ancienne à côté si vous voulez en option, ou de la géographie. Vous avez des mathématiques aussi, donc je pense que c'est vraiment la prépa avec le profil le plus général. Et après ça, vous pouvez, alors au bout de 2 ans de prépa, vous pouvez passer les concours des IEP de province, donc des instituts politiques, enfin d'études politiques de province. Si vous faites 3 ans de prépa, vous pouvez même présenter le concours de Sciences Po Paris.
Ou après ça, vous pouvez faire une école de commerce. Il y a quelques écoles d'ingénieurs qui sont ouvertes comme l'ENSAE. Vous pouvez faire des écoles de journalisme. Vous pouvez rebasculer à la fac dans une autre matière. Donc vraiment, je pense que c'est la prépa la plus généraliste. Mais voilà, ça requiert par conséquent d'avoir un profil très généraliste et d'être bon dans toutes les matières, ce qui est quand même pas facile. Isabelle demande s'il faut garder les maths pour faire une prépa littéraire. Alors, ça va dépendre. Si vous faites une prépa AL, donc on va dire lettres pures, entre guillemets, il n'y a pas de mathématiques. Si vous faites une prépa BL, il y a des mathématiques qui sont obligatoires au concours et avec un assez fort coefficient, donc oui, il faut garder les maths. Colline demande si les filles ont un bonus pour intégrer une prépa scientifique étant donné leur faible représentation dans les études scientifiques. Non, pas du tout. Quelle prépa pour une école d'ingénieur en agriculture? Ça serait une prépa BCPST pour passer le concours d'agro et étudier en agronomie après. Bonjour, mon fils souhaite faire une prépa scientifique sur Toulouse. Nous préparons ensemble les lettres de motivation pour Parcoursup en dehors des qualités comme la rigueur, la bonne attitude et son sérieux. Que doit-on mettre en valeur sur ces lettres? Vous parliez de la motivation, Alexandrine, tout à l'heure. Oui, alors il y a plusieurs choses d'autres que vous pouvez mettre. Déjà, si vous avez un projet peut-être professionnel en tête, n'hésitez pas à le mettre. C'est absolument pas obligatoire et c'est absolument normal de ne pas savoir ce qu'on va faire en terminale. Vous pouvez juste mettre en avant le fait que vous voulez garder un profil assez généraliste et pouvoir rebasculer. Comme disait Stéphane, il y a certaines écoles d'ingénieurs qui préparent très bien pour faire des métiers plus commerce. Il faut évidemment être motivé et il ne faut pas se cacher que c'est quand même difficile les 2 années de prépa. Vous allez beaucoup travailler de manière très intense. Donc voilà, montrer que si vous avez conscience de la charge de travail qui vous attend, mais que vous êtes prêt à relever ce défi. Je ne sais pas si les autres veulent ajouter des choses. Et également, si à côté du lycée, vous avez fait des concours généraux ou bien que vous avez passé beaucoup de temps en dehors sur de la musique ou sur du sport, c'est aussi pris en compte par les professeurs parce qu'ils tiennent compte du fait que c'est du temps que vous n'avez pas passé à travailler et que donc vous en avez encore un peu en réserve. Allez-vous parler de la prépa économique et commerciale, voie technologique? Alors, je ne sais pas ce dont vous voulez qu'on parle exactement. C'est une prépa commerciale. Donc, pour les élèves qui ont fait un bac technologique, c'est la prépa qui leur permet d'accéder ensuite aux écoles de commerce. Alors, Candice demande s'il existe des passerelles pour se réorienter sans tout recommencer si jamais on rate la prépa. C'est ce que vous expliquez, Alessandrine, avec la double inscription avec une université de proximité qui permettent d'avoir des crédits ECTS pour rebasculer sur une formation universitaire. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'équivalence en dehors de cette université? Alors, déjà ça, donc, ce qui fait qu'il faut vraiment avoir conscience que certes, la prépa ne délivre pas de diplôme, mais par contre, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous ne vous retrouvez pas sans rien, vous avez cette équivalence à l'université. Il y a aussi certains concours qui sont ouverts. Je sais notamment, je parle encore une fois pour les IEP de province, vous pouvez passer les concours même dès la fin de la première année de prépa. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans ma classe. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelques autres concours que vous pouvez passer comme ça. Je ne sais pas pour les ingénieurs si ça existe. C'est possible de passer n'importe quel concours en fin de première année, mais il nous manque la moitié du programme en mathématiques et en physique. Et surtout, dès qu'on passe les concours, la deuxième fois qu'on va les passer, on aura des malus. Donc, on n'a pas intérêt à les passer en fin de première année, sauf si on est vraiment sûr de nous. Est-il cohérent de faire une prépa aux grandes écoles afin de rentrer à Saint-Cyr en prenant option SES et mathématiques? Alors, je ne suis pas experte. Il me semble qu'il existe des prépas spécialisées pour les écoles militaires et qui sont accessibles via plusieurs filières. Ça peut être une prépa littéraire, économique ou scientifique. Mais il me semble que c'est des prépas à part parce que notamment, je pense qu'ils aménagent pas mal d'heures pour le sport, qui est une épreuve pour les écoles militaires. Mais je ne suis pas spécialiste sur le sujet, j'avoue. Avez-vous un conseil pour faire face à la pression en prépa quand on a du mal avec la compétition? Alors, une chose qu'on nous répétait toujours en prépa, c'est que la compétition, c'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est très vrai. Et c'est très difficile à mettre en place parce qu'on est toujours comparé aux autres, on a toujours envie de se comparer aux autres, de savoir
combienième on est classé à tel devoir, etc. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que oui, vous aurez toujours quelqu'un de meilleur que vous dans la classe. Et ben voilà, c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qui sera capable de travailler 20 heures par jour et de ne pas être fatigué. Bon, ça existe. Tant mieux pour eux. Ce qui est important, c'est de vous suivre votre progression, prendre en compte les retours de vos professeurs et être capable de faire toujours mieux que la dernière fois à chaque étape. Et encore une fois, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en prépa, c'est que je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. Vraiment, je suis encore en contact avec eux. Enfin, on se voit tout le temps. Et c'est hyper important dès le début de s'ouvrir aux autres et de pas rester dans son coin à se dire non, mais je parle à personne, je passe pas mes fiches, la récréation, je la passe à travailler, c'est du temps perdu de parler aux autres, etc. Pas du tout. Vraiment, vous aurez besoin du soutien des autres. Les autres auront besoin de vous et voilà, vous allez faire des groupes de travail, vous allez vous motiver à travailler ensemble. Quand vous n'aurez pas envie de travailler, vous ferez vos pauses ensemble parce qu'il faut aussi faire des pauses et respirer. Donc, c'est hyper important de ne pas s'isoler et de se forcer un peu à aller vers les autres. Et il y a Nu qui a une question. Est-ce qu'on peut redoubler des classes prépa? Que faire si l'école choisie ne prennent pas après une prépa? La question, c'est plutôt que faire si je n'ai pas l'école que j'ai choisie? Alors, déjà, vous pouvez... Donc, ça s'appelle QB, c'est quand vous refaites une deuxième année de prépa pour essayer de repasser les concours. Il y a une vidéo sur ça également dans le MOOC si vous voulez, si vous intéressez. Sachant que, et je vais laisser parler Stéphane, il y a certaines écoles qui mettent des points de malus pour les élèves qui repassent les concours pour la deuxième fois parce qu'ils prennent en compte le fait que c'est quand même un avantage d'avoir eu 1 an de plus pour préparer les concours. Donc, vous avez ce malus-là. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de repasser les concours si vous voulez. Que faire en terminale pour se préparer? Oui, pardon. Gardez en tête que pour les points malus, les élèves boursiers le plus souvent ne sont pas concernés. C'est-à-dire que si vous êtes un élève boursier, en tout cas pour HEC, vous n'aurez pas le point malus. Donc, c'est peut-être un point à garder à l'esprit. Garder à l'esprit évidemment aussi si on n'est pas boursier, savoir que si on cube, effectivement, on partira avec une longueur de retard par rapport aux autres. Mais les écoles essayent en règle générale, je suis pas spécialiste des écoles d'ingénieurs, mais de distinguer les deux cas de figure pour ne pas pénaliser les élèves boursiers. Que faire en terminale pour se préparer à son entrée en prépa l'année suivante? Je pense en particulier au CPGE d'ingénieur. Alors moi, je peux parler de mon ressenti personnel. C'est après coup, c'est de bien profiter de ses vacances pour se reposer. Parce que après, on a 2 ans où le repos, ça va être une denrée rare et en avoir profité avant, c'est quelque chose de bien. Ce que j'avais fait, c'était les 2 semaines avant la rentrée, de revoir les points où j'avais eu un peu de mal en mathématiques et en physique. Après coup, je ne sais pas si c'est vraiment utile vu qu'on revoit vraiment tout. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est prendre un maximum de repos, profiter, et puis après, c'est 2 ou 3 ans sur des rails. Je précise que Fun propose des MOOC pour les gens qui partent notamment en classe préparatoire d'ingénieurs, qui sont diffusés par Polytechnique sur les mathématiques et la physique, pour qu'ils travaillent les points où ils sentent des petites faiblesses. Hein. Mais comme dit Stéphane, l'idée, c'est de se gonfler à bloc pendant les vacances, et puis ensuite, ça va être une course de fond pendant 2 ans. Est-il mieux, pour devenir vétérinaire, de faire une prépa intégrée ou une prépa BCPST? Alors, je sais que le prépa BCPST prépare aux écoles de veto. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les classes prépa intégrées, désolée. Vous avez évoqué la taille des prépas. Où peut-on trouver cette information? Sur Parcoursup ou un autre, ou sur les sites que vous indiquiez, Alexandrine? Oui, alors je sais qu'il y a l'étudiant qui a pas mal d'infos, peut-être le NISEP, et sinon en général les classes prépa ont des sites internet. Vous pouvez aller voir, il peut être indiqué le nombre de classes, le nombre d'élèves par classe. Et sinon, je pense qu'il y a moyen de contacter les prépas. Je pense vous devez avoir un onglet contact ou quelque chose pour l'envoyer un mail. C'est des questions qui sont légitimes de poser. Vous pouvez aussi vous renseigner parce qu'il y a certaines prépas qui ont plus de classes de première année que de deuxième année. Et donc, certains élèves sont obligés de se réorienter pour la deuxième année. Donc, c'est quand même un élément important à avoir en tête avant d'intégrer. Donc, n'hésitez pas à contacter les prépas directement qui sauront vous renseigner. Tiffany demande, quelle est la différence de difficulté entre le lycée et la prépa? Est-ce flagrant?
Alors, il y a deux choses. Déjà, le rythme est plus intense. Veut dire qu'au lycée, peut encore y avoir des heures de cours où voilà, on n'est pas obligé d'écouter à fond. Faites comme si vous n'avez rien entendu, mais bon, c'est vrai, vous avez des heures de sport, vous avez des choses voilà, où vous pouvez un peu vous relâcher. En prépa, il faut être à fond tout le temps, ce qui est extrêmement fatigant. Donc, il y a cet aspect-là de difficulté. Peut-être un autre aspect, c'est le fait que, comme tous les élèves ont été sélectionnés sur dossier pour intégrer la prépa, vous vous retrouvez qu'avec des gens qui sont bons. Et donc, ça peut être un peu difficile si vous avez toujours été bon élève, toujours été dans les meilleurs de la classe, toujours eu des bonnes notes sans trop de difficultés. D'un coup, vous vous retrouvez pas forcément dans les premiers, avec des notes que vous n'avez jamais eues de votre vie. Et donc, il faut avoir en tête que c'est normal. On l'a tous vécu, ce choc-là. Encore une fois, il y aura un premier de la classe. Bon, ce sera, si c'est vous, tant mieux. Si c'est pas vous, c'est normal. Il y en a qu'un seul, de toute façon. Et voilà. Donc, n'ayez pas peur sur le fait que vos notes vont chuter drastiquement quand vous entrez en prépa. C'est le jeu. Le but, c'est encore une fois qu'elles augmentent au fur et à mesure. Mais encore une fois, vous serez accompagné par vos professeurs qui ont l'habitude de gérer aussi ces moments-là. Et dès le début, voilà, vous aurez des devoirs réguliers à faire. Si vous avez plus de difficultés, vous pouvez demander à vos professeurs des exercices en plus. Il peut y avoir des groupes de soutien qui se mettent en place au sein de la classe avec les élèves qui ont plus de facilité dans une matière qui aident ceux qui ont plus de difficultés. Donc voilà, c'est un passage difficile, mais vous ne vivez pas tout seul. Anne-Marie demande si nous pouvons travailler en alternance en même temps qu'une prépa. Non, alors comme je disais, le rythme est vraiment très intense. Vous avez cours de 8h à 17h tous les jours, plus donc ces entraînements aux épreuves orales le soir, plus parfois un devoir le samedi matin. Donc ça vous laisse très peu de temps pour avoir une activité professionnelle à côté. Honnêtement, éventuellement peut-être pendant les vacances, mais encore une fois, les vacances, vous aurez besoin de travailler, vous aurez besoin de vous reposer, besoin de souffler. Donc si vous pouvez vous consacrer entièrement à la prépa, c'est quand même mieux. Et donc, ce n'est pas le dispositif de l'alternance qui est une alternance chez un employeur pour mettre en pratique un certain nombre de compétences et expérimenter l'environnement professionnel. Donc, ça serait plutôt, on va dire, du stage d'été. Est-ce que faire une prépa, c'est renoncer à toute activité extérieure, pratique musicale, sport, voire à toute vie sociale pendant 2-3 ans? Alors, heureusement, non. Bien sûr, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Si vous étiez, par exemple, en sport et études, vous ne pourrez pas retrouver ce rythme-là. Maintenant, c'est super important de se garder des moments de vie sociale, évidemment, soit votre famille, avec vos amis, d'avoir des moments voilà, où vous vous libérez l'esprit. Si le sport ou la musique sont importants pour vous, je vous encourage vraiment à vous obliger à trouver des créneaux dans la semaine. Alors, ce sera pas 1 heure par jour, mais voilà, par-ci par-là, être capable de faire du sport, de faire de la musique, dessiner, écrire, enfin, quelle que soit votre passion. Mais c'est vraiment très important de garder cet équilibre-là. Je sais pas, Stéphanie et Dimitri, quelle était votre expérience, mais moi, je sais que j'avais arrêté le sport en première année de prépa et je l'ai vraiment beaucoup regretté. J'ai repris en 2e année parce que même le corps a besoin d'activité, quoi. Oui, je pense que l'idée de vouloir tout arrêter pour se concentrer uniquement sur les études est même contre-productive, dans l'idée qu'une fois par semaine, on a tous besoin d'un moment de souffler ou de décompresser ou de faire autre chose parce que sinon on ne s'en sort pas. Alors moi, j'avais des DS le samedi matin, donc après des DS le samedi matin de 6h, en général, on n'en peut plus, donc c'est le moment, le samedi après-midi, un peu de voir des amis ou d'avoir une pratique sportive ou musicale. Et comme toi, Alexandrine, j'ai repris le sport en 2e année parce que voilà, sinon j'en pouvais plus. Donc bien sûr, vous pourrez pas en faire 3 heures par jour à un niveau hyper compétitif ou faire 1 ou 2 heures de piano comme certains peuvent en faire au lycée, mais je pense que garder une pratique à raison d'1 fois par semaine, c'est faisable et même je pense que c'est recommandé. Et Dimitri, qu'est-ce qu'un DES le samedi matin? Un DS, c'est un devoir sur table. Donc voilà. Moi, j'étais comme Alexandrine en filière BL. Donc souvent, comme on a du mal à caser dans l'emploi du temps 6 heures, c'est le samedi matin qu'on a un devoir sur table de 6 heures. Alors, n'ayez pas peur, je sais que dit comme ça fait un peu peur, mais on s'y habitue et on rentre dans le mood assez rapidement. Et donc, justement, Dimitri, est-ce que l'option maths complémentaire est suffisante pour une prépa BL? Alors, en théorie, oui. En pratique, je pense que ça va être compliqué. Je pense que même les professeurs de classe préparatoire le disent, qu'il faut quand même, c'est mieux d'avoir les maths experts, puisque le niveau en mathématiques est quand même très soutenu. C'est le niveau quasiment d'une classe préparatoire ECS. Donc, je pense qu'il vaut mieux garder
les maths en terminale avec le volume horaire normal. Sabine demande, quid des lycées français à l'étranger? Comment sont-ils reconnus par les grandes prépas parisiennes? Ça, encore une fois, il faudra que la prépa directement. Je pourrais pas vous dire, mais n'hésitez pas à contacter les prépas, à les appeler, à expliquer votre situation. Mais en tout cas, ça reste des lycées français. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils soient traités différemment d'autres lycées en France. Pour aller à Sciences Po, faut-il faire une classe préparatoire? Alors non, si vous voulez faire Sciences Po, vous pouvez passer les concours directement après la terminale. Simplement, j'en parlais parce qu'effectivement, la possibilité est ouverte, si vous faites une prépa littéraire notamment, de repasser ce concours après la prépa, mais c'est pas du tout obligatoire de faire une prépa, et je dirais même que la voie classique, c'est au contraire d'y aller direct après la terminale. C'est un concours spécifique à passer, mais en tout cas, c'est pas obligatoire du tout d'avoir fait une prépa avant. On a pas mal de questions sur la quantité d'heures en prépa. Quelle quantité de travail en plus des heures d'école? Quelle est la charge de travail en termes d'heures par semaine? Combien d'heures de travail personnel en plus des cours en présentiel? Alors, la quantité de travail personnel, c'est évidemment, ça va dépendre de chacun. Je sais que nos profs ont souvent 1 heure de cours équivaut à 1 heure de travail personnel ensuite. Donc, on peut compter environ 30 à 35 heures de travail personnel dans la semaine. Après, ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens pour qui 20 heures va suffire, des gens qui vont monter à 45 heures par semaine. C'est vraiment très différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a non seulement beaucoup de cours, mais beaucoup de travail personnel aussi ensuite. Andrea demande, quelles recommandations pour choisir son parcours prépa si l'on souhaiterait faire des études aboutissant à de la recherche scientifique et en l'occurrence à un doctorat plus tard? Alors, une prépa est tout indiqué, mais il est également possible de passer par l'université. Moi, je vais plutôt vous parler du cursus de classe préparatoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir intégrer les écoles normales supérieures. Elles sont plus difficiles d'accès, mais elles sont aussi accessibles par passerelle via d'autres écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec, Télécom Paris, même l'ENSAE. En fait, toutes les écoles ont des passerelles. Alors, plus l'école est proche en termes de réputation des écoles normales supérieures, plus il y a de places disponibles dans chaque école. Mais si jamais à la fin de vos années de concours, vous n'avez pas accès à une école normale supérieure, ne paniquez pas, vous pouvez tout de même y accéder via des passerelles dans vos écoles d'ingénieurs ou bien aller directement en M1 ou en M2 à l'université pour justement retrouver un parcours recherche. On est d'accord que la voie royale pour le doctorat, c'est quand même l'université, hein. Même si l'exigence de la recherche, devenir doctorant et apporter sa contribution peut tout à fait entrer dans le spectre d'une personne qui est passée par les classes prépa et qui voudrait poursuivre dans cette filière et dans cet objectif. À partir de combien de temps de trajet entre lycée et le domicile faut-il plutôt envisager un internat? Alors ça, c'est une question qui dépend encore une fois de chacun. Et des gens qui vont être prêts à faire un assez long trajet si ça leur permet d'être chez eux. Voilà, encore une fois, c'est quand même un énorme confort d'être chez soi, d'avoir vos parents qui vous font à manger, qui font le ménage, etc. Ça peut aussi être source de stress de rester chez ses parents, sachez-le. Et les parents, ne vous vexez pas, c'est normal. On est quand même pas mal sous pression, donc c'est normal d'avoir moins envie de vider de la vaisselle. Je dirais qu'au-delà de, si vous commencez à arriver à 1 heure de trajet par jour, donc une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça peut commencer à faire beaucoup. Après, ça dépend aussi dans quelles conditions c'est. Si vous êtes installé dans un train et que vous pouvez par exemple lire ou réaliser une fiche de vocabulaire, pourquoi pas. Si vous avez 3 changements, que vous devez marcher beaucoup, bon, à voir. Mais ayez aussi en tête que voilà, réfléchissez au fait, est-ce que vous préférez être chez vous ou partir? Alors, chers intervenants et intervenantes, on me demande que vous coupiez votre micro quand vous ne parlez pas, parce qu'il y a du bruit parasitique. Alors, qu'en est-il de la réforme de la prépa économique et commerciale générale? Alors, c'est une réforme qui a eu il y a déjà quelques années, où l'objectif c'était, donc avant il existait 2 voies, SECS, selon si vous avez fait un bac ES ou un bac S, et c'est simplement avec la réforme du bac, vu que ces filières SES n'existent plus, ils ont réformé, donc maintenant c'est une prépa, une filière générale, donc c'est ESG pour prépa économique générale. Si vous avez fait un bac général, si vous avez fait un bac technologique, c'est la prépa ECT pour technologique.
Et donc, comme on disait, la chose la plus importante, c'est qu'il faut garder les mathématiques au lycée pour pouvoir intégrer une prépa type ESG. Mais sinon, il me semble que la deuxième option est laissée libre. Donc voilà, tant que vous avez fait des maths, c'est bon. Comment se passe la prépa BCPST? Quels sont les horaires, la dose de travail? Y a-t-il encore des cours troncs communs du style histoire, géo, sport? Alors, je ne suis pas un professionnel, mais je peux vous dire qu'en prépa scientifique, BCPST inclus, il n'y a plus de cours d'histoire. Les seuls cours autres que des matières scientifiques comme biologie, géologie, mathématiques, physique que vous aurez sont le cours de français-philosophie et le cours d'anglais. Vous pouvez également prendre un cours de LV2, allemand, espagnol par exemple, qui sont facultatifs et qui rapportent des points bonus au concours. Uniquement français philo et anglais en matière non scientifique. Sophia demande, est-ce qu'en classe préparatoire, nous pratiquons de l'EPS? Et si oui, y a-t-il une note en cette matière prise en compte pour le passage à l'année suivante? Ça va dépendre de vos classes préparatoires. Je sais que dans la nôtre, il y avait 2 heures de sport obligatoires par semaine. La note n'est pas du tout prise en compte pour passer en deuxième année. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elle compte dans la moyenne générale. Donc, on la voit apparaître, mais on a les mêmes coefficients qu'au concours. Dans la plupart des concours, il n'y a pas d'épreuve de sport. Donc, c'est vraiment plus pour son bien-être personnel que pour une réelle notation. On a 2 questions là qui repartent un petit peu sur ce qui a déjà été évoqué. Entre les 2 années de prépa durant les grandes vacances, est-il conseillé de beaucoup travailler? Et faut-il prendre de l'avance avant la prépa? Et une dernière question, est-il conseillé de faire un échange linguistique d'1 an pour préparer sa prépa MPSI? Alors, pour ce qui est déjà de la préparation avant la prépa, donc l'été entre la terminale et la prépa, on a une vidéo sur le MOOC qui est dédiée à ça. Comme l'a dit Stéphane, le plus important, c'est de se reposer, éventuellement prendre le temps de combler les lacunes qu'on a pu constater en terminale. Les prépas envoient souvent aussi, je sais qu'on avait une liste de devoirs de vacances à faire, par exemple des conseils de livres à lire ou des exercices en maths pour s'entraîner, mais vraiment le plus important, c'est de se reposer. Entre la première et la deuxième année de prépa, c'est également important de se reposer parce que vous avez déjà une année de prépa dans les pattes, ce qui est extrêmement fatigante. Vous devez repartir pour une deuxième année avec les concours au bout. Donc, prenez le temps de vous reposer. Par contre, oui, il va falloir travailler. On ne peut pas s'arrêter pendant 2 mois complètement. Donc voilà, c'est le moment de, encore une fois, combler les lacunes qu'on a pu avoir en prépa, les chapitres qu'on n'a pas eu le temps de comprendre en profondeur, compléter des fiches ou juste revoir les cours qu'on a vus, relire ces fiches pour garder en tête parce que malheureusement, on oublie très vite. On met beaucoup de temps à retenir, mais on oublie très vite. Donc non, on ne peut pas s'arrêter complètement. Et pour la question sur l'échange linguistique, Stéphane, je te laisse répondre peut-être. Oui, donc ça peut être conseillé si on mise vraiment sur l'anglais ou alors qu'on a un niveau catastrophique en anglais, mais c'est pas du tout nécessaire et même pas sûr que ce soit vraiment conseillé pour que votre dossier soit mieux pris en compte par les classes préparatoires. Et pour ajouter un petit point sur le travail pendant les vacances, entre les 2 années, en classe préparatoire scientifique, le français philosophie se base sur 3 livres à lire au cours de l'année et qui changent chaque année. Donc si vous comptez travailler en français, ce qui est déjà un choix à part en deuxième année, lire les 3 livres pendant les vacances, ça change radicalement la vie parce que vous n'aurez vraiment pas le temps de les lire ou alors de moins bien les assimiler si vous le faites en même temps que vos autres cours. Donc prendre de l'avance en français parce qu'on connaît les livres à lire en avance, ça peut être pas mal. Donc, ça répond à la question de Franck qui demandait sur l'entrée en prépa littéraire, faut-il lire la liste monumentale d'œuvres conseillées par les prépas en amuse-bouche ou pas? Alors, je vous conseille d'en sélectionner certains. Alors, moi, on avait, je pense, plus d'une vingtaine de livres. On peut évidemment pas tout lire, surtout qu'on avait aussi 20 livres en économie, 20 livres en histoire, 20 livres en sociologie. C'est simplement, ça vous donne des idées, ça vous donne aussi un peu l'idée du style de livre que vous allez étudier en prépa. Je pense notamment en prépa belge, on étudie vraiment les grands classiques de la littérature française. Donc c'est vrai que les vacances, c'est un moment où on a du temps. Si vous faites une prépa littéraire, j'espère que vous aimez quand même un peu lire. Donc voilà, ça peut vous donner des idées de lecture. S'il y a des grands classiques que vous avez jamais lus, un auteur que vous connaissez pas, voilà, je vous invite à lire le plus possible, mais c'est évidemment pas obligatoire de tout lire. Voilà, après le plus le mieux, mais ne faites pas des nuits blanches pour finir la liste de livres.
Et donc, le profil adapté pour la prépa, c'est donc la régularité, la motivation et la résistance au stress dès le lycée. Et j'aurais tendance à ajouter peut-être une grosse capacité de travail. Oui, voilà. Après, on n'attend pas que vous soyez dès le lycée prêt à passer les concours. C'est à ça que sert la prépa. Donc, c'est normal de pas forcément avoir une énorme... Enfin, comment dire vraiment, c'est normal si au lycée, vous travaillez pas 30 heures par semaine de votre côté. Je pense que c'est même le cas de 99% des gens. Ce qu'on demande, c'est voilà, d'avoir cette capacité-là de s'y consacrer et de se dire, de se donner les moyens de ses ambitions, on va dire. Et c'est pour ça que la motivation, ça reste quand même le critère numéro un. Donc, soit si vous visez une école en particulier, ça peut vous aider, soit voilà, juste se dire, je donne le meilleur de moi-même pendant ces 2 ans. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si en terminale, vous avez l'impression de ne pas avoir encore tous les réflexes nécessaires. Est-il possible de demander une classe prépa scientifique sans avoir fait maths expert en terminale? Alors, c'est tout à fait possible. Après, si vous visez les plus grandes, enfin les classes préparatoires les mieux notées dans les différents classements, en fait, eux, ils auront assez de candidats qui auront fait maths expert et qui auront fait les parcours les plus compliqués en mathématiques et en physique pour pouvoir sélectionner uniquement parmi ceux-là. Donc, ça va jouer à votre défaveur pour ces différentes classes préparatoires. Mais je ne pense pas que ça vous ferme absolument toutes les portes. Cependant, faire mathématiques expert vous ouvre énormément de portes. Et donc, je recommande vivement de le faire pour intégrer une classe préparatoire scientifique. Est-ce que les prépas s'intéressent aux dossiers de seconde, sous-entendu pour l'admission, je suppose? Alors, il me semble à mon époque, mais c'était il y a un petit moment que c'était que première et terminale. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais il me semble que c'est tout première et terminale et évidemment, ce sont les options que vous avez choisies et selon la filière que vous voudrez faire en prépa, ils vont regarder plus ou moins certaines matières. Et aussi, les notes au baccalauréat de français sont très prises en compte, notamment dans les classes préparatoires scientifiques. Elles peuvent jouer beaucoup. Zachary demande, est-il conseillé d'avoir de l'expérience professionnelle avant la prépa, comme un stage en entreprise? Non, pas du tout, c'est pas du tout obligatoire. Si vous en avez déjà fait un, tant mieux, ça peut vous permettre de préciser ce que vous voulez faire après la prépa, mais c'est pas du tout un requis. Est-ce que le taux d'abandon et ou échec au concours après la prépa est important? Alors, échec au concours, ça veut dire plusieurs choses. Ça paraît que vous n'ayez pas l'école que vous voulez. Ne pas avoir d'école du tout, c'est assez rare. Généralement, il y a plus de places ouvertes au concours que d'étudiants qui passent les concours. Donc, ça va dépendre après du nombre d'écoles que vous présentez, évidemment. Mais imaginons que vous présentez toutes les écoles, c'est sûr que vous aurez une place dans l'une de ces écoles. Pour ce qui est de l'abandon, ça arrive que des gens arrêtent en cours de prépa pour diverses raisons. Et comme on vous l'a dit, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait vous réorienter, notamment vers l'université. Donc, vous n'êtes pas abandonné au milieu de nulle part. Et d'ailleurs, ne vous formalisez pas à la fin de vos concours parce qu'en école d'ingénieur, la plupart des élèves ne sont pas dans leur premier choix au final et ils vivent très bien leur vie après ça. Il y a une vie après. Isabelle demande et rebondit sur une remarque que vous avez fait, Alexandrine. Pourquoi 20 livres en littérature, 20 livres en philo, 20 livres en éco à lire pendant l'été avant la prépa? Est-ce que les profs cherchent à faire peur et à écrémer? Dans quelle mesure les profs sont-ils bienveillants tout au long de l'année? Non, alors pardon, c'était pas du tout pour vous faire peur. C'est simplement, c'est une liste. Ça vous donne des idées, on va dire, de lecture, parce qu'on sait pas forcément. Enfin, honnêtement, c'est hyper dur de savoir quoi lire, quels livres vont être utiles, quels livres sont pertinents par rapport au programme que vous avez en prépa. Donc, c'est vraiment pour vous donner des idées de livres à lire. Et au contraire, c'est plutôt bienveillant au sens, bah voilà, on vous oriente, on vous laisse pas perdu à la bibliothèque à chercher des heures pendant les rayons. Vous avez directement la référence du livre. Et encore une fois, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire, c'est juste pour vous guider. Ça peut être aussi, nous, je sais qu'on avait vraiment beaucoup de livres et après, pendant l'année, on pouvait se référer à cette liste-là et se dire, ah bah oui, il y avait tel livre pour tel chapitre, etc. Mais non, c'est pas du tout pour faire peur. Désolée si je vous ai fait peur. Isabelle a une question.
Oui. Je pense aussi qu'il faut apprendre à choisir en fait en classe préparatoire littéraire, c'est-à-dire qu'on aura souvent des bibliographies très imposantes, mais même les professeurs nous diront vous prenez un livre ou 2 livres ou un chapitre. Je pense que c'est surtout, enfin c'est ce qu'a dit Alexandrine, la bibliographie elle est là parce que ça fait référence et pour pas qu'on ait à chercher nous-mêmes, mais je pense que c'est pas une exigence évidemment même au concours, même les élèves les plus brillants n'auront évidemment pas tout lu. Et je pense que pendant l'été, avant la prépa, c'est bien de lire aussi peut-être des choses qui nous plaisent pour qu'on soit reposé. Donc, par exemple, tel auteur, je ne l'ai pas découvert. C'est peut-être l'occasion de le découvrir un peu. Ou on m'a dit que ça, c'était un bon bouquin. Pourquoi pas le découvrir? Mais je pense que c'est surtout, en fait, à titre indicatif, plus que vraiment prescriptif. Parce que c'est impossible sinon, de toute façon. Donc, voilà. Je pense que vous le dites vous-même, ça n'a aucun sens après de perdre ses nuits à lire 20 bouquins. De toute façon, qu'on aura mal lu dans ce cas-là et on n'aura pas pris plaisir. Et je pense que ça sera vraiment contre-productif. Dans quelle mesure le lycée d'origine joue dans l'admission en prépa? Là, encore une fois, il faut voir avec les prépas. C'est vrai que parfois, certaines prépas connaissent bien les lycées qui sont à côté, donc ils savent le niveau qui est requis dans ce lycée-là, mais c'est pas parce que vous venez d'un lycée que la prépa ne connaît pas que vous ne serez pas pris, pas du tout. Et il y a aussi des quotas en termes de provenance d'élèves parisiens et d'élèves de province. Donc, si vous venez de province, ne vous dites pas « Ah mince, tous les élèves de Paris vont me passer devant », pas du tout. Et c'est aussi votre rang dans la classe qui est déterminant, plus que votre moyenne. Si tout le monde a entre 18 et 20, que vous ayez 19, ne va pas aider beaucoup. Si jamais vous avez 13 mais que vous êtes premier et que le deuxième est à 10, ça sera probablement plus valorisé. Parce qu'il y a aussi des notes données par vos professeurs sur le niveau global de la classe qui est tenu secret sur Parcoursup, donc les élèves ne le voient pas, mais les établissements supérieurs, eux, y ont accès. Donc c'est ce mélange qui rentre en compte. Faut-il avoir un plan professionnel pour après la prépa? Je suppose, est-ce qu'on vise une carrière spécifique pour après? Évidemment, après la prépa, non seulement après les 2 ans, mais après l'école que l'on vise derrière. Alors, c'est vraiment pas du tout nécessaire d'avoir un projet professionnel précis. Je dirais que la plupart des élèves qui vont en prépa n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, et ceux qui savent ce qu'ils veulent faire ne feront pas ce qu'ils pensaient faire à la fin. Alors, bien sûr, si vous avez déjà une idée en tête, ça permet de vous orienter, de choisir votre prépa, donc c'est très bien. Mais pas d'inquiétude. Voilà, justement, la prépa, ça permet non seulement d'avoir un côté assez généraliste en termes de matière, mais c'est aussi une formation qui s'arrête pour tous les métiers. C'est une formation en termes, voilà, vous allez apprendre à travailler, apprendre à vous organiser, apprendre à gérer la pression, apprendre à gérer plusieurs matières en même temps, à jongler avec plein de contraintes en même temps. Et ça, c'est vraiment des qualités qui vous serviront pour tous les métiers plus tard. Et c'est ça aussi qui fait la valeur de la prépa. Donc, pas forcément besoin de savoir dès le début ce que vous voulez faire. Est-ce qu'un bac pro peut intégrer une prépa? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, je n'ai pas la réponse. Je sais que pour les bacs technologiques, c'est possible pour les prépas commerciales en tout cas. Pour les bacs professionnels, je ne sais pas. Désolée. On va prendre une dernière question car nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce qu'une prépa scientifique intégrée est réellement plus facile qu'une classe prépa classique? Ça dépend au sens de facile, c'est-à-dire que la classe préparatoire intégrée s'inscrit dans un cursus de 5 ans, ce qui signifie que quoi qu'il arrive, on est sûr à la fin des 2 années de continuer dans l'école dans laquelle on se trouve, puisque c'est déjà une école d'ingénieur. Mais vis-à-vis des concours, ça va être plus difficile de sortir de cette école, puisque l'école va axer ses cours davantage sur ce qui l'intéresse pour la 3e, 4e et 5e année. Nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions, comme d'habitude, sur ce sujet. Merci à tous les intervenantes et les intervenants d'avoir répondu de manière fort éclairante sur les questions dont on sentait qu'il y avait quand même un petit peu de tension derrière. L'idée, c'est justement de pouvoir, grâce à ce MOOC, la prépa pour tous, oser réussir, que vous ayez une vision claire et la plus documentée possible de la réalité des classes préparatoires. Valérie, vous voulez rajouter quelque chose en conclusion? Il faut démystifier la prépa et ses difficultés.
et surtout s'informer. On a parlé de l'ONICEP, de l'étudiant, il y a tout un tas de structures qui sont là pour vous aider, pour vous parler des contenus, pour vous parler tout à l'heure classe prépa pour des bacheliers professionnels. Je crois savoir qu'il y a des classes prépa particulières qui permettent à des bacheliers professionnels d'intégrer une prépa par la suite. Voilà, il y a beaucoup de littérature sur la prépa, l'ONICEP notamment, c'est la mine d'or, hein, que je vous recommande de consulter. Merci à toutes et à tous. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre toutes les questions. Nous vous retrouvons sur le forum du MOOC La prépa pour tous, oser réussir pour d'autres questions. Ce MOOC est tout à fait enrichissant et très éclairant. Je vous conseille d'ores et déjà d'ouvrir un compte sur Fun et de vous inscrire à ce MOOC. Mes collègues ont mis le lien dans le chat. Je vous rappelle que vous allez recevoir un mail avec ces informations et d'ici à la fin de la semaine ou en tout début de semaine prochaine, nous vous envoyons la rediffusion de ce webinaire. Merci encore et excellente soirée et bonne prépa.